Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invité nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Steven Lorrace. Donne-moi Des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Steven Lorrace, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous rencontrer à Bruxelles aujourd'hui. Bonjour. Alors, quand on prépare une bio de nos invités, Steven Lorrace, on passe forcément par la case moteur de recherche. Dans votre cas, ce qui nous a permis de nous détendre face à la liste impressionnante de publications, de prix et de découvertes passionnantes associées à votre nom, ce sont ces photos. Souvent avec la blouse blanche, toujours assorties d'un grand sourire qui nous donne l'impression de nous retrouver face à notre prof de biologie, vous savez, celui qui avait le don de nous faire comprendre les notions les plus complexes en un clin d'œil. Vous êtes né en 1968 à Louvain, en Belgique. En plus d'être papa de 5 enfants, vous êtes docteur en médecine et en sciences biomédicales, neurologue, chercheur et neuroscientifique de renom. Le cerveau humain vous passionne, d'ailleurs un peu comme un fan qui collectionne les autographes de stars, vous faites pareil mais avec les cerveaux. Vous avez notamment analysé celui de notre ami le moine bouddhiste Mathieu Ricard, du champion du monde d'apnée Guillaume Néry, de la chamane Corinne Sombrin, d'artistes, d'astronautes, enfin bref, la liste est longue. Entre autres distinctions, vous êtes notamment lauréat du prix Francky, la plus haute distinction scientifique belge, et avez reçu en 2020 le prix Jeanneret pour les maladies rares pour vos travaux sur l'après-coma. Vous avez publié plus de 500 articles scientifiques et dans le souci de partager vos connaissances au plus grand nombre, vous trouvez aussi le temps d'écrire des livres grand public, dont le best-seller La méditation, c'est bon pour le cerveau, paru en 2019, et Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, paru en 2023. Grand défenseur du bien-être animal, vous êtes co-signataire de la déclaration de Cambridge sur la conscience chez les animaux et cet engagement est loin de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, vous passez une grande partie de votre temps au Québec où vous êtes professeur invité par l'Université de Laval. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes au monde de la conscience. On mesure notre chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter la militante Greta Thunberg et la scientifique Marie Curie. 2 femmes qui ont marqué leur temps et que tout le monde pense connaître, mais c'est pas si sûr. Imaginez-vous une petite dame assise, entourée de dizaines d'hommes debout qui l'applaudissent et la remercient. Nous sommes en 1931, 3 ans avant sa mort, et Marie Sklodowska-Curie vient de recevoir la plus haute distinction décernée par l'ACR, le Collège américain de radiologie, pour sa découverte du radium. Cette scène résume à elle seule toute une vie, celle d'une femme qui s'est fait une place dans un monde d'hommes et qui reçoit avec fierté une distinction pour son travail et ses recherches. Marie Sklodowska, originaire de Pologne, est diplômée de sciences physiques et sciences mathématiques d'une grande université de Paris. À l'époque, elle ne comptait que 23 femmes étudiantes sur 1825 inscrits. Elle prendra le nom de Marie Sklodowska-Curie lors de son mariage avec Pierre Curie, grand physicien français. Ensemble, ils feront avancer la science en domptant la radiation. Ils recevront même le prix Nobel de physique pour leurs recherches. Après la mort de son époux, Marie Sklodowska-Curie recevra même un autre prix Nobel, de chimie cette fois, pour la découverte du polonium et du radium. Elle est d'ailleurs la première femme à obtenir cette distinction. Elle se rend elle-même à la fin de sa vie sur les champs de bataille à Verdun pour sauver des vies grâce aux unités mobiles de radiographie qu'elle a conçues. On estime à plus d'1 million le nombre de vies sauvées grâce à elle lors de ce conflit. Elle s'éteint en 1934, âgée de 66 ans. Elle est la preuve que même dans un milieu aussi fermé aux femmes que l'était la science à cette époque, on peut se faire une place, au point de devenir, dans son cas, une figure emblématique pour l'éternité. Alors Steven Lorrace, pourquoi avoir choisi de nous parler de Marie Curie aujourd'hui ? Comme scientifique, c'est clair que Marie Sklodowska-Curie est une femme extraordinaire et je pense que c'est important
pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, de les rassurer. C'est vraiment, je pense, pour moi, le plus beau métier qui existe. Et il y a encore quand même une série de barrières. Et donc, je pense que ici, parler de Marie Sklodowska comme exemple d'une très très grande chercheuse, c'est juste une source d'inspiration. Alors vous mentionnez justement qu'il y a encore des barrières, de nombreuses barrières pour les jeunes femmes. Quelles sont-elles de votre point de vue ? Mais alors, je pense que fort heureusement, il y a une série de choses qui ont changé. À l'époque, il y avait très peu de femmes déjà à l'université. Maintenant, je le vois comme prof, là, il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple, en médecine. Par contre, après, là, ça reste un combat. Et donc, je suis convaincu de la nécessité de faire une discrimination positive, ce qui est pas évident. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, je travaille maintenant au Canada. Et en même temps, là, j'étais quand même confronté à vraiment la discrimination positive en action. Donc, comme homme blanc, c'était très difficile d'obtenir un poste et un financement. Et néanmoins, je suis convaincu de la nécessité. C'est clairement important pour corriger la situation difficile de la femme qu'il faut stimuler leur participation. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que ça prenne autant de temps ? Parce qu'on voit Marie Curie elle-même a veillé dans son laboratoire à faire travailler des femmes. Sa fille a d'ailleurs travaillé dans le laboratoire et obtenu elle-même aussi avec son mari le prix Nobel. Comment se fait-il que les portes ne se soient pas ouvertes avec de tels exemples ? Oui, ça prend du temps. Comme vous dites, ça prend des générations. Là, je parle comme neuroscientifique, il n'y a aucune raison, bien évidemment. C'est une question qui m'est souvent posée quand je donne des conférences. Alors, quelle est la différence entre le cerveau d'une femme, d'un homme ? C'est aussi et surtout lié à l'environnement. Si vous me donnez un cerveau, je serais incapable de dire c'est une femme, un homme. Oui, il y a moins de grands maîtres aux échecs et de prix Nobel femmes, juste parce que il reste encore ces barrières et la difficulté de ces femmes à faire carrière. Que cela soit dit. Oui, parce que justement, on a vu ça, que c'est surtout au 19e siècle où vraiment la misogynie, elle s'exprimait beaucoup à travers la science. On a beaucoup utilisé la science, notamment à travers l'étude du cerveau, pour faire passer l'idée que les femmes étaient moins intelligentes, moins capables. Mais est-ce que donc, apparemment, c'est encore une question qu'on vous pose régulièrement, Stephen Lorais ? Oui, c'est même choquant, on pourrait le dire. Et donc, je suis content de pouvoir répondre non. À nous, scientifiques aussi, de corriger. C'est clair que ici en Belgique, on a beaucoup de chance en Europe, mais il y a des pays où clairement, comme femme, c'est plus difficile et il y a encore vraiment du travail. Donc ce que vous faites, c'est formidable. Je suis très heureux d'être là. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie a contribué à créer des unités radiologiques dans des voitures de particuliers. On appelait ça les petites Curie. On a découvert ça en lisant à nouveau sa biographie. On n'en avait jamais entendu parler et on trouve ça quand même étrange. Comment vous l'expliquez ? Oui, je pense que c'est important de souligner que Marie n'était pas uniquement une grande chercheuse, première femme à avoir un prix Nobel, même deux, mais que c'était aussi une grande humaniste, qu'elle a réfléchi comment ces technologies, ces connaissances peuvent être traduits vers des soins de santé. C'était l'époque où il y avait la Grande Guerre et on a vu que elle y est parvenue. Elle a quand même créé des machines qui pouvaient faire des images et aider les médecins, les soignants à mieux s'occuper des blessés pendant la guerre. Donc, c'est très, très important. C'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi. C'est une recherche translationnelle. C'est pas juste la science, pour la beauté de la connaissance, mais réfléchir comment est-ce que ça peut bénéficier à la société. Et ça, clairement, elle l'a fait aussi. Donc dans ce sens-là, elle est aussi un modèle pour vous. Certainement, à nouveau. Il faut quand même imaginer cette jeune femme qui, parce qu'en Pologne, les femmes n'ont pas le droit de faire des études supérieures, décide de venir en France, sa sœur l'avait déjà fait, pour pouvoir étudier. Et ça dit la force de l'élan qu'il peut y avoir derrière, le sentiment d'une vocation et d'avoir besoin d'avancer. C'est quelque chose qui vous a marqué, vous, cette vocation scientifique ?
Oui, je suis convaincu que la motivation est tout. Peut-être même que le fait que Marie était femme, on peut dire c'était un handicap, c'était en même temps aussi une force. Elle avait pris sa décision, elle a pu aller puiser dans cela, faire face à toute une série d'obstacles dans sa carrière. Donc on peut même se poser la question, c'est peut-être grâce à ça qu'elle a fait ces découvertes extraordinaires. Et c'est vrai pour chacun de nous. Parfois, il y a des obstacles. Et justement, on peut aller puiser là-dedans. Si on a décidé, je veux le faire, je pense que le pouvoir de l'esprit est capable de vraiment bouger des montagnes. Alors vous avez vu que depuis le début de l'émission, on la nomme sous le nom Marie Sklodowska-Curie. Et en fait, on n'entend jamais appeler comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en me renseignant sur elle, on a lu que quand elle a reçu pour la première fois le prix Nobel avec son mari et Henri de Becquerel, initialement, elle n'aurait pas dû le recevoir, ce prix. C'est vraiment parce que son mari, Pierre Curie, a fait des démarches en stummeling, comme on dit en Belgique, pour qu'elle soit nommée. Est-ce que vous pensez que c'est important en fait, de la nommer aussi sous ces deux noms ? Parce qu'elle n'était pas, elle avait vraiment un réel talent. Elle n'était pas juste l'épouse de Pierre Curie. Tout à fait. C'est choquant. Au début même, elle n'était pas lauréate. C'est encore un grand combat. Il y a d'autres exemples. La découverte de l'ADN, Watson and Crick et Rosalind Franklin, qui clairement avaient fait un travail extraordinaire, qui était décédé déjà quand ils ont donné le prix Nobel, qui a été quand même beaucoup ignoré, même par ces hommes qui l'ont reçu, et finalement l'histoire corrige un peu. Donc oui, je pense que le comité du prix Nobel se rend bien compte, essaye de corriger le tir, et en même temps, ça reste un défi, parce que les 10 dernières années, c'est une minorité toujours qui va gagner ces prix prestigieux, et c'est clairement la preuve qu'il reste encore des barrières, un plafond là qu'il faut absolument casser. Et non seulement il y a des barrières, mais ce qui est assez fou, c'est que pour celles qui réussissent à les casser et à les briser pour pouvoir être dans la lumière, c'est le discrédit. Et Marie Sklodowska-Curie n'y a pas échappé. En fait, il se trouve qu'elle a eu une liaison avec un homme marié. Et cette liaison a créé en fait une polémique médiatique complètement démente autour de son travail. C'est comme si à chaque fois qu'une femme voulait l'emporter, on cherchait à la discréditer. Oui, même sa vie privée, c'est quelque chose que malheureusement, on va voir encore exploiter. Et alors justement, en parlant de ce scandale, elle a été chercher finalement son deuxième prix Nobel contre l'avis de ses proches alors qu'elle était en plein scandale. Est-ce que vous l'auriez fait ? Mais je pense que c'était une femme très, très courageuse. Je pense qu'un bon scientifique doit être quelqu'un de courageux. Le métier, c'est de remettre en question les vérités d'aujourd'hui, être un rebelle. Déjà gagné un prix Nobel, c'est extraordinaire. Elle en a gagné 2. Elle était la première femme. Donc c'est clair qu'on voit Marie comme une personne qui continue à inspirer tellement d'autres jeunes filles qui veulent, comme elle, être chercheuses. Et ça, c'est formidable. Alors justement, associé au nom de Marie Sklodowska-Curie, en fait, on a vu en cherchant, il y avait aussi ce qu'on appelle le syndrome Marie Curie, qui est le fait de se mettre en danger, en fait. Puisque, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, elle est décédée. Voilà, on peut être tellement appelé à l'envie de faire une découverte qui va aussi aider la société. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger, pour prendre soin de nous ? Trouver la bonne balance entre vie professionnelle, développement personnel et prendre soin de soi. Ça reste un défi. C'est clair que, on ne le savait pas encore, que la radioactivité donnait le cancer. Elle s'est exposée comme Rosalind Franklin, qui faisait les X-rays, et on le voit encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est clair que parfois, se poser et essayer de retrouver le juste équilibre, c'est important. Et le scientifique en particulier, c'est le plus beau métier qui existe. C'est la liberté absolue de chercher
Et en même temps, ça ne s'arrête jamais. Je le vois. On est tellement fasciné et absorbé par le sujet que on s'endort avec ça, on se réveille avec ça. On fait ce qu'on peut. Mais c'est clair, chez elle, c'était extrême. Et oui, encore maintenant, hein, ces carnets de notes sont tellement radioactifs que il faut les sortir avec précaution. C'est dingue, ça. Et en parlant d'extrême, alors là, on peut faire référence du coup au complexe Marie Curie qui dit qu'elle est tellement géniale, elle est tellement brillante et hors du commun que finalement, elle ne suscite pas de vocation, elle en freine plutôt parce qu'on se dit qu'on ne pourra jamais être à la hauteur de ce qu'elle est. C'est ça le complexe Marie Curie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'aime pas non plus le culte de la personnalité. On parle ici de Marie Curie, Sklodowska, comme si c'était la femme parfaite. C'était très probablement loin d'être le cas. Je pense que c'est bien d'y trouver une source d'inspiration. Mais après, à chaque jeune femme, être humain, à trouver sa voie et sa motivation. Donc... on ne va pas en faire Sainte Marie non plus. Elle existe déjà. et vous, comment est-ce que vous faites pour aussi permettre à ce que les femmes qui travaillent avec vous puissent être aussi mises en lumière, parce que vous êtes une personnalité très connue. Parfois, on voit que les médias ont tendance à ne citer que, par exemple, Steven Lorrace. Comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer ça, cette visibilité peut-être qui vous est donnée en tant qu'homme dans ce monde d'hommes, alors que vous êtes conscient de ce privilège ? Pour le labo, c'est vrai que parfois, on peut être trop dans le spotlight, prendre la lumière. J'ai créé le Coma Science Group, qui maintenant est dirigé par 2 femmes brillantissimes, Olivia Gossery et Aurore Thibault. Et puis les autres labos, on a mentionné nos études sur l'hypnose, la transe, la méditation, c'est Audrey Van Oudenhuis. Donc on avait... quand même une majorité de femmes dans le labo, non seulement comme doctorantes, mais aussi après dans des postes de responsabilité. Elles le font très très bien, donc j'ai tout à fait confiance. Et si vos machines à observer le cerveau vous permettaient un retour dans le temps et que vous puissiez vous glisser à sa table, vous lui diriez quoi à Marie Sklodowska-Curie ? À nouveau, je serais très heureux de pouvoir partager l'appréciation, la gratitude envers tout ce qu'elle a fait. Les discussions entre chercheurs, à un moment, peu importe si on a un prix Nobel ou tous ces titres-là, où il devrait y avoir moins cette sorte d'hiérarchie ou admiration pour une personne géniale. Non, on est là en train de faire ce qu'on peut avec, pour elle, clairement, une époque où presque tous les mois, il y avait une nouvelle découverte. C'est de comprendre le plus petit, ces énergies nouvelles, radioactivité qu'on comprenait tellement pas, donc ça c'était juste fascinant. Ça a permis de mieux comprendre comment fonctionne l'univers extérieur, le soleil. Donc je serais heureux de discuter ça avec elle et comment elle avait peut-être des visions ou des insights. Alors pour vous parler de Greta Thunberg, on va d'abord lui laisser la parole. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Ce que vous venez d'entendre, c'est la toute première prise de parole en public de la jeune militante suédoise Greta Thunberg, alors âgée d'à peine 15 ans, lors de la COP24 en 2018. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir le visage le plus connu de la lutte contre l'inaction climatique à travers le monde. Elle commence ses actions en lançant une grève scolaire pour le climat, qui va très vite faire mouche et devenir un mouvement mondial, avec des millions d'étudiantes et d'étudiants qui vont la suivre dans toutes les grandes villes du globe. Elle fera aussi parler d'elle quand elle prend la décision de traverser l'Atlantique en bateau pour se rendre au sommet des Nations Unies contre l'urgence climatique. C'est là qu'elle prononcera cette phrase qui restera comme un symbole « How dare you ». Aujourd'hui, Greta Thunberg a 21 ans et continue son combat. Elle a inspiré des millions de personnes et figure même dans le classement des femmes les plus influentes au monde, selon le magazine Forbes. Elle est la preuve que l'âge n'a pas d'importance, mais qu'à force de volonté, et même en étant une femme, on peut faire du bruit, on peut changer les choses dans un monde où le pouvoir est encore majoritairement à la main des hommes. Alors Stephen Lorace, pourquoi avoir choisi de nous parler de Greta Thunberg aujourd'hui ? Parce qu'elle aussi est très courageuse, et puis elle est très jeune, hein, on vient de l'entendre là. Et comme papa de 5 enfants, je apprécie beaucoup cette force de la jeunesse. C'est clair qu'il faut prendre soin de notre planète. On sait, il y a un problème. Je pense que c'est bien d'avoir confiance dans la jeunesse. Et c'est incroyable, à 15 ans, là, d'organiser des initiatives qui vont impacter toute la planète. On entend dire beaucoup de mal sur les jeunes, que c'est plus comme avant, que aussi sur elle et sa personne, pas juste qu'elle est femme, mais que elle serait autiste, Asperger, on peut parler de la neurodiversité. Donc oui, je l'ai jamais rencontrée, mais très heureux de pouvoir parler d'elle aujourd'hui et à nouveau de la voir comme une source d'inspiration. Si vous pouviez la rencontrer justement, est-ce que vous aimeriez examiner son cerveau ou pas spécialement ? Je vais être ici présenté comme un réductionniste matérialiste qui est uniquement intéressé par le cerveau des gens. Non, mais oui, je serais évidemment intéressé de... Non, mais c'est parce que, en fait, quand vous parlez de cette neurodiversité, qu'elle est attaquée aussi pour le fait qu'elle soit peut-être différente, est-ce que ça pourrait aussi peut-être montrer la richesse absolument. Fort heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes. Et donc, il faut stimuler cette neurodiversité. C'est formidable. On a, là je parle comme médecin, peut-être cette tendance à coller une étiquette. Hein. On est tous différents, c'est des spectres. On a parlé de Marie Sklodowska-Curie, ces grands scientifiques. Il faut être un peu différent pour avoir ces vies-là, cette génialité. Oui, il y a une série de défis, mais parfois on va trop vite faire un diagnostic comme si c'était anormal, proposer un traitement pharmacologique, prendre une pilule comme s'il fallait corriger absolument, alors que il y a plein d'autres manières de gérer ces différences et de vivre les aspects positifs. Nous sommes tous différents et à nous de trouver nos talents, nos motivations, nos passions et de vivre nos vies pleinement et de peut-être un peu moins être dans le jugement. Il y a des pathologies claires qui vont impacter comment on fonctionne dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi quand même ces étiquettes qu'il faut éviter de coller trop vite. Vous parliez de différence et c'est vrai qu'elle casse les codes. Faire de la politique au niveau mondial quand on a 15 ans, clairement, ça vient bousculer l'establishment. Donc, est-ce que pour vous, c'est ça aussi l'avenir, ces gens qui sont capables d'ouvrir des voies différentes ? Je pense qu'il faut écouter les jeunes. Ils ont cette capacité, presque une naïveté à voir, comme elle dit, c'est shame on you, c'est inégalités, c'est une évidence. Et puis de les combiner avec
l'expérience, l'expertise, la sagesse de quelqu'un qui a déjà vécu. Le défi, il est là de combiner ces différentes forces et de certainement les écouter. De ne pas juste dire, ben non, t'es trop jeune ou t'es trop femme. Il faut un peu de tout. Hein. Il faut des personnes comme elle qui disent, ça va vraiment pas. Là, certainement aux politiciens, shame on you. Il faut l'action et maintenant. Hein. Puis il faut les scientifiques qui réfléchissent quand même, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des solutions technologiques. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, c'est à nouveau trouver l'équilibre. Mais pour les jeunes, certainement, c'est pas évident de quand même être engagé, suivre l'évolution et ne pas être paralysé par la peur et la culpabilité. Et donc, je suis convaincu qu'il faut plus écouter la jeunesse, parce que c'est eux qui, quelque part, sont, on le voit, notre compas éthique aussi. Hein, et oui, à nouveau, une grande femme qui va continuer à en inspirer beaucoup. Et alors, en ce qui la concerne, comme c'est une femme et qu'elle est jeune, c'est un peu la double peine en matière de discrédit, parce que on entend beaucoup d'elle qu'elle est instrumentalisée, manipulée, et que finalement, comme si ce combat n'était pas le sien et qu'elle était la marionnette de quelqu'un d'autre. Vous en pensez quoi ? Instrumentalisée, je ne le pense pas, ou quelque part, on l'est tous un peu. Je trouve que ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire, et ce qu'elle continue à assumer comme rôle modèle, c'est, je pense, quelque chose qui ne mérite pas d'être comme ça jugé ou méprisé. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage dans un monde qui est, voilà. Mais quand on pense à Greta Thunberg, forcément, on pense à cette inaction climatique. Vous qui connaissez bien le cerveau humain, comment est-ce que vous expliquez qu'avec cette conscience, on n'arrive pas collectivement à changer le système et à prendre soin de ce monde vivant ? Oui, l'homme est capable du meilleur et du pire. Parfois, on est paresseux. Parfois, on va pour la solution la plus facile. Hein. On continue à faire comme si de rien n'était. Et néanmoins, je pense que l'histoire nous montre quand même qu'on est capable de très très belles choses. On voit quand même qu'il y a cette démocratie, que dans son ensemble, ça va mieux maintenant. Est-ce que c'est déjà trop tard pour prendre soin de la planète ? Je ne pense pas. On n'a pas le choix. Continuer à changer les politiques, c'est un combat. Est-ce qu'on arrive à mieux le comprendre au niveau des neurosciences ? On voit quand même que le cerveau, il change en permanence. Donc, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, ces milliers de milliards de connexions. Et que oui, c'est possible de activement s'intéresser au bien-être de soi-même, de l'autre, de toute la planète, et de développer ces caractéristiques-là, l'empathie, la compassion, la bienveillance, et on l'a vu, entre autres, les recherches sur la méditation, et Mathieu Ricard, qu'on apprécie tous les deux, a participé à démontrer que cette neuroplasticité, cette capacité à changer aussi comment notre cerveau fonctionne, les connexions entre ces différentes parties, et que c'est possible pour chacun. Il ne faut pas être un moine bouddhiste, un maître zen, chacun à notre niveau. On peut essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, et c'est en nous de prendre soin de l'autre. Hein. On est né très vulnérable, un petit mammifère là, donc on va prendre soin de ce petit bébé. On va être plus fort si on s'organise comme un groupe. Même les recherches nous montrent que un individu tout seul, égoïste, qui s'en fout des autres, ça va pas marcher là, dans l'ensemble. On est capable des très très belles choses. On l'a vu avec le Covid. C'était pas du tout évident, et pourtant on a vu ces initiatives extraordinaires. On est, je pense, intrinsèquement un animal social qui prend soin de l'autre, qui se tracasse, pas uniquement de lui-même. Et puis,
Et aussi, il y a cette capacité à développer cela encore plus. Et je suis convaincu que c'est ce qui est en train de se passer. On voit qu'à l'école, on se tracasse plus uniquement, mais il y a encore du travail, à la connaissance, mais aussi aux soft skills. Prendre soin de moi, de l'autre, comment on peut travailler ensemble. Et on ne va pas comparer l'esprit humain à un programme dans un super ordinateur. On vit aujourd'hui avec ChatGPT, Artificial Intelligence, les réalités virtuelles, le metaverse. Eh bien, c'est justement ce qui nous rend différents de cette intelligence artificielle qui ne perçoit rien vraiment, qui n'a aucune émotion. Donc c'est là qu'il faut investir, c'est là qu'on va trouver cette capacité à faire le bien. Que ce soit Marie Sklodowska ou Greta, je pense que c'est des personnes qui ont essayé de faire le mieux, développer leur talent et aller vers une société meilleure. Est-ce que vous pensez qu'on aurait intérêt aujourd'hui à modifier nos institutions politiques pour pouvoir davantage écouter la parole des jeunes ? Oui, je pense qu'il faut, alors je ne suis pas expert dans la matière, mais je crois dans la valeur ajoutée de mettre ensemble des points de vue différents. Dans une démocratie, l'écoute est important et de bénéficier de la vision différente d'un jeune, à tout niveau, je pense que ce serait formidable d'arriver à cela. Donc oui, j'y crois certainement. On a discuté de ce défi, de mettre la femme et l'homme au même niveau, d'écouter les jeunes, d'écouter aussi les enfants. On peut dire, les jeunes, ils ont juste rien compris, ils sont naïfs. Et en même temps, ils ont des choses à dire. Et les mettre avec des personnes plus âgées, je pense que ça, c'est le mix, je ne vais pas dire magique, mais en tout cas, celui qui marche le mieux. Et donc, on voit quand même que la société s'organise pour privilégier ces structures dites plus horizontales. Et justement, on voit que le monde adulte accueille assez souvent la pensée des jeunes avec condescendance, comme si elle n'était pas finie. Quel est votre avis de scientifique du cerveau sur le sujet ? Il y a une réalité neurobiologique. C'est clair que le cerveau, il y a cette neuroplasticité, il est en pleine évolution. Un enfant, il apprend plein de trucs, et puis à l'ado, avec cette explosion hormonale. Et en même temps, la vision du jeune, oui, d'un côté naïf, mais sans concession. Sans concession, fort, ambitieux, idéaliste, parfois presque utopiste. C'est très, très beau. Après, on va... on rentre quelque part dans un moule. Dans un moule. Et donc, les jeunes, certainement, peuvent nous apprendre et dire ils n'ont pas de valeur, ce serait une erreur. Et puis, dans mon domaine d'expertise, qui est la recherche, c'est quand on est jeune qu'on ait quand même les idées et les hypothèses les plus folles. Et là, je travaille en Amérique du Nord. Ce qui nous manque peut-être un peu en Europe, c'est justement cette naïveté, cet optimisme. Yes, we can. Je pense que ces jeunes peuvent certainement nous apprendre le courage de refuser de voir des impossibilités. Je suis convaincu qu'il faut les impliquer et les écouter. Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Et si vous aviez un message à lui passer, vous lui diriez quoi ? Merci, bravo, c'est la gratitude envers ce qu'elle a fait. Malgré tout, son jeune âge, tous les critiques, tout ce qu'elle a rencontré comme adversité. Donc, oui, et je ne sais pas du tout comment elle va peut-être me juger si j'arrive en avion, en voiture, et je pourrais faire tellement plus. Et peut-être réfléchir ensemble et comment on pourrait aussi utiliser la neuroscience pour
mieux attaquer ce problème qui est soigner la planète. Intéressant. Une nouvelle discipline vient de naître. C'est entre les deux chaises que cela se passe. Merci beaucoup Stephen Lorace de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies de Marie Sklodowska-Curie et de Greta Thunberg sont à retrouver sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. À bientôt. Mais merci à vous. Donne-moi des ailes. Dis-moi Caroline, je crois que cet épisode impose qu'on parle des prix décernés aux femmes, non? Tu crois pas? Bah oui, carrément, avec Marie Sklodowska-Curie, qui est la première femme à recevoir 2 prix Nobel. C'est sûr que ça valait la peine, d'autant que dans sa foulée, dans la suite de Marie Curie, très très peu de femmes ont été honorées. On dirait vraiment que les femmes et les récompenses honorifiques, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Faut dire que les chiffres sont à devenir dingues. De 1901, par exemple, la date de création du prix Nobel, jusqu'à 2020, 876 prix ont été remis à des hommes et seulement 58 à des femmes. Eh bien, tu sais que justement, il y a un chercheur qui s'appelle Lockman Meo qui a analysé ça dans l'ensemble. Il a recensé les données pour 141 prix réputés, notamment la médaille Fields qui récompense les plus grandes découvertes au niveau des maths, par exemple. Entre 2001 et 2020, il a recensé 2011 hommes récompensés contre seulement 262 femmes. Aïe aïe aïe. Et dans certains domaines, le nombre de femmes présentes se compte sur les doigts d'une main. Du côté des sciences naturelles, par exemple, le Nobel de physique a récompensé 4 femmes, celui de médecine 12 et celui de chimie seulement 7. Alors on entend souvent dire que les choses changent, et c'est vrai. En 2023, une femme a reçu le prix Nobel d'économie. Elle s'appelle Claudia Goldin. Elle est économiste américaine, professeure à l'université de Harvard. C'était seulement la 3e femme à recevoir le prix Nobel dans cette discipline. Et imagine, la première à recevoir ce prix sans co-lauréat. En plus, ironie du sort, elle est justement spécialisée dans l'étude de la place des femmes sur le marché du travail. Mais pourtant, du travail dans les domaines scientifiques, les femmes, elles en ont. Mais carrément, là, si on prend des chiffres de l'UNESCO, les femmes représentent 30% de la communauté scientifique et seulement entre 3 et 5% des prix Nobel leur ont été décernés. T'imagines ? Et pourtant, il n'y a plus aucune raison objective qu'elles n'obtiennent pas plus de récompenses. Mais non, carrément. Elles obtiennent toujours moins de financement que leurs collègues masculins. Elles sont sous-représentées dans les publications. Et elles occupent toujours, comme le disait Stephen Lorace, moins de postes à responsabilité au sein des grandes universités. Comme quoi, la discrimination, ça continue. Mais bon, il y a encore du boulot, mais heureusement, des hommes comme Stephen Lorace sont conscients de ces inégalités et ils œuvrent personnellement comme lui dans son labo pour que le monde change. Merci à lui et à tous ceux qui se bougent. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.